nous allons accueillir ici, sur ce plateau, Émilie Pellissier-Séverac, qui est déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, qui nous a rejoint. Bonsoir, Madame la déléguée. Vous allez représenter l'État, prendre le relais donc, de Monsieur le préfet ici, pour avoir un représentant de l'État, pour aborder ce sujet des violences intrafamiliales, des violences conjugales, de la façon dont les victimes peuvent joindre des associations, signaler leur situation, les spécificités d'ailleurs de chaque association que nous allons recevoir ici, ou pour certaines en visio également à distance, et puis les liens qui existent entre les uns et les autres pour coordonner la mise en sécurité des victimes, accompagner, quoi qu'il en soit, le signalement à la justice et tout ce qu'il y a ensuite. Également. Alors avec nous, dans l'ordre et dans les ordres, comme on ne nous a pas placé pour l'heure, mais aucun souci là-dessus, c'est plus pour notre cadreur que ça va être, qui n'existe pas et qui est virtuel, en tout cas qui pilote à distance, que ça va être amusant. Je vais demander à Mathilde Play de bien vouloir se désigner. Voilà, très bien. Vous êtes animatrice de prévention au planning familial. Un petit mot peut-être d'abord très rapide, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est toujours intéressant de resituer ce qu'est cette association militante d'éducation populaire qui existe depuis déjà de très nombreuses années. C'était en 1956 tout d'abord qu'elle a été créée. Tout à fait. Alors, ce sont des femmes et des hommes, des personnes qui sont militantes, bénévoles et salariées, qui défendent les droits à l'éducation, à la sexualité, à l'IVG, à la contraception, de manière générale à l'accès aux soins en santé sexuelle, qui va également défendre les droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, et également lutter contre les discriminations et les violences liées au genre et à l'orientation sexuelle. À côté de vous, dans la même ligne, il y a Mélanie et Eric, qui est juriste, du côté du CIDFF. Donc vous allez évidemment nous expliquer cet acronyme, le CIDFF, et rappeler peut-être cette mission d'intérêt général qui est conférée par l'État et que vous représentez. Absolument. Donc le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc effectivement, on a une mission d'intérêt général qui nous est confiée par l'État. Et donc nous, on va avoir une mission d'accès aux droits et on va être sur la lutte contre toute forme de discrimination, sur les violences conjugales et également sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis à côté de vous, pour du côté des femmes, nous recevons la directrice de cette association que nous avons déjà reçue, du moins par communication, cette fois-ci beaucoup moins directe. Une association qui existe depuis 35 ans, qui a pour but d'écouter, d'informer, d'orienter, mais d'héberger, on l'a aussi dit, les personnes, les femmes victimes de violences au sein du couple, mais également leurs enfants. On redit un mot de présentation générale sur la structuration peut-être entre les bénévoles de l'association très engagés et puis le personnel permanent dont vous faites partie. D'accord, donc vite fait sur l'association du côté des femmes, effectivement, qui existe depuis 35 ans, qui a été à la base pensée pour développer tous les services appropriés pour les femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Et effectivement, il y a un service d'hébergement avec à ce jour 56 places d'hébergement. Et on est complet et on pousse les murs, surtout dans le temps actuel du confinement, et on attend aussi le déconfinement. On accueille aussi en journée avec ou sans rendez-vous, et nous avons aussi proposons des accompagnements de proximité, c'est-à-dire au plus près des victimes, sur l'ensemble du Béarn. Et puis avec nous en liaison, nous allons accueillir Franck Camelot, qui est le directeur de l'APAVIM, l'association pyrénéenne d'aide aux victimes et de médiation, qui est en liaison avec nous, une structure qui soutient depuis 30 ans les victimes d'infractions pénales sur le plan juridique, social, psychologique également, et ce tout le long de la procédure pénale, c'est-à-dire depuis que les faits sont révélés jusqu'à la clôture, entre guillemets, le terme n'est pas beau, mais jusqu'à l'indemnisation, c'est peut-être encore moins bien, mais en tout cas, surtout ce long parcours. Vous appartenez, en fait, la PAVIM, ça appartient à un réseau, c'est ça, qui est conventionné justice, monsieur le directeur. Voilà, bonsoir. Donc oui, la PAVIM créée il y a 30 ans sur Pau, donc comme vous l'avez dit, qui vient en soutien aux victimes à tous les niveaux, au niveau juridique, dans le cadre des procédures pénales, mais également en soutien psychologique et social, en étant présent sur différents lieux, et qui donc appartient à un réseau d'associations d'aide aux victimes présents sur tout le territoire national, donc réseau qui s'appelle France Victimes, sachant que
la PAVIM est donc conventionnée par le ministère de la Justice pour se mettre à disposition des victimes et travailler sur réquisition des services judiciaires. Et donc, la PAVIM propose le soutien aux victimes individuelles d'infractions pénales, mais elle est aussi habilitée pour intervenir dans le cadre d'événements collectifs de type accident collectif ou également des actes de terrorisme. Merci beaucoup. Vous allez donc pouvoir intervenir avec nous, évidemment, tout le long de ce débat et de cette présentation qui va nous permettre également de peut-être mettre des réalités derrière des mots, des situations, puis quoi qu'il en soit, de redonner des numéros prioritaires qu'il ne faut pas perdre d'esprit. On en a souvent parlé ici même. Et Émilie Pélissier-Séverac, vous qui êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, je vais peut-être vous demander un petit travail sémantique. J'ai parlé tout à l'heure des luttes contre les violences intrafamiliales. Là, on va faire un zoom, parce que le sujet est évidemment très important, sur les violences conjugales. Est-ce qu'on peut rappeler bien la définition des unes, des autres, et puis balayer quelque part le rôle qui est le vôtre au regard des associations et des acteurs qui sont mobilisés sur le territoire? Bonsoir. Pour la définition, je vais laisser parler Emmanuel Descoubès, mais peut-être en préambule rappeler effectivement qu'au sein des violences intrafamiliales, il y a les violences conjugales. Mon rôle en tant que déléguée départementale aux droits des femmes s'arrête aux violences conjugales. On a d'autres institutions et d'autres associations qui s'occupent bien évidemment de tout ce qui va être violence faite aux enfants. Je pense au département par exemple. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut être assez précis sur la terminologie employée. C'est pour ça que je zoome dès maintenant pour éviter un effet de trop élargir le sujet comme je m'apprêtais à le faire à tort. Alors justement Emmanuel, redonnons précisément le cœur du sujet dont nous parlons. Alors je vais essayer de vous donner une définition assez claire de ce que peut être les violences conjugales, qu'on dit aussi violences au sein du couple, parce qu'il y a le couple conjugal, mais il y a aussi le couple parental. Absolument. Et malheureusement, les violences, elles perdurent aussi, même s'il y a une séparation, et notamment dans la question des gardes alternées. Et à vrai dire, c'était pour ça que à tort, j'élargissais les propos, alors que je sens bien que ce ne sont pas les bons termes. Oui, parce qu'il y avait effectivement la question des enfants. Et dans les violences conjugales, sont impactées, les victimes sont les femmes directement, les mères, mais aussi les enfants. Voilà. Donc si je peux revenir à la définition des violences conjugales, alors on entend, parce que c'est important de différencier violence conjugale et conflit conjugal. Donc les violences conjugales... Il faut vous parler par contre bien près du micro. D'accord, ok. Merci. Voilà. Donc ce qu'on entend par violence conjugale, c'est le fait de violence, qu'elle soit physique, économique, sexuelle, psychologique, verbale, qui font que ces violences sont à la fois cumulatives, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes ces formes de violence à répétition, et toujours à sens unique, c'est-à-dire que c'est une personne qui va, alors principalement l'homme, c'est les chiffres qui le disent, c'est pour ça que je parle de violences faites aux femmes. Oui, ça n'empêche qu'il peut y avoir des cas particuliers, exactement. Mais c'est absolument. Tout à fait. Il ne faut pas négliger, mais tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose de cumulatif qui perdure dans le temps et qui fait qu'il y a la notion d'emprise. Alors, c'est quoi la notion d'emprise? C'est le fait que la personne ne peut pas non plus d'elle-même réagir et qu'on est sur une dualité, enfin en tout cas, on est pris au piège entre des sentiments, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour au départ, et une dépendance affective à la personne. Donc c'est très important de dire qu'on est sur quelque chose de compliqué qui a besoin d'un soutien, parce qu'on ne sort pas comme ça des violences, on ne le règle pas par la parole, il faut de toute façon un accompagnement. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que ces violences sont interdites par la loi et qu'elles sont répréhensibles. Donc ça, c'est important de le souligner. Le réseau, quelque part, parce que j'emploie le terme réseau volontairement, et on y fait souvent référence, le réseau que vous représentez ici même, sur ce territoire, on peut le qualifier d'extrêmement dynamique, en tout cas dans sa capacité à se mobiliser ensemble, mais est-ce que c'est la même, est-ce que c'est malheureusement pas, face à des situations, quelque chose dont on peut finalement se plaindre? Je le reformule différemment. On ne cesse de parler de l'importance de ce réseau, et vous êtes une très belle illustration. Mais est-ce que malheureusement, ce n'est pas le revers de la médaille d'une réalité qui est extrêmement dure, beaucoup plus dure peut-être qu'on ne pouvait l'imaginer, que vous soyez à ce point-là mobilisés ensemble pour cette cause-là? Oui, le réseau, il existe depuis 35 ans. Et on est toujours là, et peut-être que dans 35 ans, ce ne sera peut-être pas nous, mais vous verrez d'autres collègues qui seront encore là avec ce réseau. Mais l'importance du réseau, elle est vraiment
c'est chouette qu'il y ait un réseau, puisque c'est vraiment tous ensemble, c'est une affaire de tous, avec chacun dans nos spécialités et nos accompagnements. Et c'est l'idée de comment une femme victime de violence, comment une victime peut toquer à n'importe quelle porte, que ce soit les associations, que ce soit la gendarmerie, que ce soit le commissariat ou les hôpitaux, et puis se dire, bon ben voilà, moi je suis victime, comment on fait pour m'aider, comment je peux être accompagnée, et comment nous tous ensemble, avec chacun, je le redis, sur nos spécificités, on peut arriver à travailler. Donc on a de la coordination entre nous. Donc c'est l'association du côté des femmes qui porte cette coordination. On a des temps aussi d'échange sur des cas cliniques, parce qu'évidemment, une femme victime, parce qu'on ne l'a pas assez dit, je ne l'ai pas assez dit, je suis désolée, c'est quand même un phénomène de santé, une problématique de santé publique. C'est pour ça aussi que l'État a son rôle à jouer là-dedans, et qu'il y a tout un tas de champs qui doivent intervenir, la question de la santé, la question du juridique, la question du social, la question des enfants, et qu'on a vraiment besoin d'échanger entre nous, de croiser ensemble nos interventions pour apporter une réponse des plus pertinentes. Et je rajouterais peut-être également de former les professionnels, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on est spécialisé, mais qu'on a aussi une expertise et que le réseau ensemble permet de former les professionnels. On est des petites associations et qui permettent de former le plus grand nombre. Je pense que c'est aussi ça notre force. Alors professionnel et grand public. On est aussi large, que ce soit au sein des établissements scolaires ou que ce soit auprès du grand public. Avec chacun, en effet, vos portes d'entrée, vos spécificités, vos capacités, quelque part, à travailler sur certains publics, aussi à se coordonner. Mais au travers de ce que je posais comme question en creux, ça veut dire que la situation est toujours, par rapport à il y a 35 ans, voire plus, voire moins, c'est dur de quantifier, mais c'est une situation dont on ne peut pas juger d'une forme d'amélioration. Émilie Pellissier-Séverac. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a eu une aggravation, une amélioration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui maintenant est vraiment un sujet qui est la grande cause du quinquennat et que le président a présenté comme ça lors de son élection. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on prenne à cœur, mais je pense que c'était déjà le cas des associations qui œuvraient depuis, comme le disait Emmanuel, 35 ans pour ce qui concerne du côté des femmes ou 30 ans pour la PAVIM, et avec des années différentes pour le CIDFF et puis le CIDF 72, donc voilà. pareil. Donc on voit que c'est des associations qui ont mis en avant des problématiques de différents ordres et que finalement le réseau permet de coordonner et d'offrir un maillage sur le territoire qui permet, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, de pouvoir prendre en charge n'importe quelle personne qui dit qu'elle est victime de violences donc au sein du couple. Et ensuite, pour répondre à votre question sur l'organisation au niveau de l'État, c'est vrai que c'est une grande cause du quinquennat et de ce fait découle toute une hiérarchie au niveau national, départemental et bien évidemment au milieu régional. On a un secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas anodin, il est porté par Marlène Schiappa. Il est rattaché auprès du Premier ministre. Il y a ensuite la Direction générale de la cohésion sociale au niveau national qui va animer, coordonner la totalité donc, des thématiques en lien avec le droit des femmes, dont la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ensuite, on a bien évidemment l'échelon régional et donc l'échelon départemental que je représente du coup sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Et je pense que ce qui est important à dire pour rester un peu sur le concret, c'est que à notre niveau, et alors sans rentrer dans les détails, on va dire que les 3 axes sur lesquels moi je vais intervenir, mais toujours en lien avec le réseau associatif, parce que c'est le but, c'est de le faire vivre, c'est très clairement le versement des subventions aux associations dans le département. Oui. Et le confinement ne doit pas empêcher les associations de toucher leurs subventions. C'est une des priorités qui a été donnée par la Direction générale de la cohésion sociale au moment du confinement. Donc, j'ai monté les dossiers en lien avec les associations et la totalité des associations seront payées. On a priorisé, mais tout le monde sera payé. À titre d'exemple, c'est un budget de 161 500 € à peu près sur le département pour les violences, enfin pour le droit des femmes, dont les violences conjugales, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi parler d'égalité professionnelle, enfin voilà, si on ouvre le sujet. On a rajouté, ça c'est vraiment un effet du confinement, à peu près 5 000 € pour le moment. Marlène Schiappa a annoncé une enveloppe complémentaire dans le cadre du confinement pour aider les associations, notamment à s'organiser en télétravail, pour que les salariés n'utilisent pas leur téléphone ou leurs ordinateurs portables personnels. Donc on a obtenu déjà 5 000 € et on attend à peu près 2 500 € encore sur des demandes subsidiaires. Donc ça, c'est aussi important à souligner, c'est le premier axe. Le deuxième axe, mais Emmanuel l'a déjà dit, c'est tout ce qui est hébergement.
La déléguée départementale à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc je suis, est basée à la direction départementale de la cohésion sociale, donc à la cité administrative. Et c'est la DDCS qui gère la question de l'hébergement en lien donc, avec du côté des femmes. Donc à titre d'exemple, sur les hébergements d'urgence, on a 18 places d'hébergement d'urgence et on en a rajouté 4 suite au Grenelle des violences. Donc depuis le 1er avril, 4 nouvelles places. Donc depuis le 1er avril, hein. Voilà, c'est récent, on l'a appris fin mars, donc avec un financement derrière qui permet justement de pousser les murs, comme dirait Emmanuel, et de pouvoir répondre à des nouvelles demandes de la part des femmes, même si on ne laisse jamais aucune femme victime de violences conjugales dehors, puisque à partir du moment où elles appellent, par exemple, le 115, elles sont prises en charge sur des nuitées, en général d'hôtel, le temps qu'on trouve donc des solutions d'hébergement un peu plus pérennes. Ça, c'était le deuxième axe, et je pense que, et c'est la raison de notre présence ici, c'est le réseau, il anime. Pour animer au moment du confinement, mais ça existait aussi avant, on a mis en place une affiche. Donc une affiche avec les numéros des associations locales, parce que c'est le plus important, mais aussi en rappelant les numéros nationaux. Donc le 3919, j'ai vu que vous l'avez... On va d'ailleurs tous les passer, comme ça on va être... J'ai vu que vous les aviez affichés. Nous allons passer du directeur de la PAVIM quelques instants, mais juste pour être... Il y avait le premier juste avant, on avait le 3919 qu'on a vu tout à l'heure. Le 3919, donc gratuit et anonyme, qui est accessible effectivement de 9h à 19h du lundi au samedi. D'accord. Ensuite, il y a période de confinement, parce qu'effectivement, le 114, qui est normalement ouvert que pour les gens effectivement sourds et malentendants, a été ouvert pendant la période de confinement pour n'importe quelle personne qui est coincée chez elle en présence d'une personne qui la violente. D'ailleurs, on l'avait annoncé dès le début du confinement ici même, mais ce 114, c'était pas sa destination de base. Hein, voilà. C'est ça. Le numéro de base, c'est le 17, c'est les forces de l'ordre, mais le 114 a été ouvert pendant la période de confinement. Et ensuite, on a effectivement la plateforme, alors il y a Enfance en danger, effectivement, qui est toujours bon à rappeler donc, pour les enfants victimes de violences. On a les numéros classiques ensuite, 15, 17, 18. Et donc l'affiche dont je parlais, qui a été faite donc, avec la totalité du réseau. Et le dernier, peut-être... lien à faire, c'est avec la plateforme de signalement en ligne, qui est donc la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permet en fait aux forces de l'ordre de répondre à n'importe quelle personne qui est victime de violences conjugales, et qui permet ensuite d'orienter sur les associations locales, etc. Et c'est aussi donc la totalité des numéros aussi des associations locales. Et le but après du réseau, c'est de pouvoir diffuser ces numéros et ces affiches au plus de monde possible pour qu'on puisse, en maillant le territoire, avoir connaissance de toutes les situations qu'il pourrait y avoir. Donc c'est aussi le rôle du réseau. Donc pas en rentrant dans les détails, mais Marlène Schiappa avait annoncé la possibilité de se signaler en pharmacie aussi pendant le confinement. Donc ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a traité directement avec l'Ordre national des pharmaciens qui a répercuté ensuite sur le département. Je remercie quand même la Caisse primaire d'assurance maladie qui a pris la peine de diffuser la totalité de l'affiche à toutes les pharmacies du département à nouveau pour qu'on soit sûr de toucher tout le monde. La préfecture a diffusé l'affiche à tous les maires de tout le département, pareil, pour qu'ils puissent diffuser ensuite tous les commerces de proximité, hypermarchés, supermarchés, centres commerciaux, boulangeries, pharmacies, pour reciter donc la pharmacie. Et on a bien sûr, mais ça a été dit par Emmanuel, un travail de la gendarmerie qui, dans certaines zones rurales, est carrément allé déposer les affiches dans les commerces et sensibiliser le public. Et sur Pau, par exemple, en lien avec la communauté d'Aglo et la ville, on a la police municipale qui a fait la même chose. Donc c'est important de... Alors, dans vos structures respectives, donc Emmanuel Descoubès, on a bien parmi les missions, il y a bien cette logique d'assurer la coordination, mais il y a aussi de sensibiliser quelque part, de véritablement faire ce travail d'information. Parce que malgré tous ces efforts-là, est-ce que les numéros sont assez connus? Est-ce que le réflexe... Exactement. C'est le service formation dont je voulais vous parler, dont Mélanie a parlé aussi. On est toutes les trois associations habilitées par l'Éducation nationale pour intervenir. Nous, on a un service formation qui est dédié,
Et donc l'idée, effectivement, c'est de continuer à communiquer parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, le 39-19 commence à rentrer dans les mœurs. Avant, le Grenelle de l'environnement... C'est malheureusement, c'est celui de l'environnement familial, c'est pas le même. C'est mais, pas mal, voilà. c'est pas loin. Effectivement, le numéro était peu connu. Là, on est au-delà de 50% de la population qui connaît le 39-19. Donc l'information et la formation du personnel est en plus très importante dans l'idée de faire la différence toujours en préambule de est-ce qu'on est face à une situation de violence conjugale ou est-ce qu'on est face à une situation de conflit. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Dans les personnes qui sont aujourd'hui avec le planning familial, hein, qui ont recours ou qui poussent à la porte du planning familial, ces questions-là, vous avez l'impression qu'elles sont mieux appréhendées aujourd'hui, mieux comprises, que l'information justement passe, parce que la formation peut-être permet d'avoir les clés pour faire comprendre. Alors, on a effectivement au planning familial, on anime des séances, des animations vie affective, relationnelle et sexuelle pour pouvoir parler ça peut être d'affection, d'amour, de conflit, de jalousie, de qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce qui n'est pas le consentement aussi. C'est une notion dont des fois on ne connaît pas les limites, qu'est-ce que c'est la violence pour pouvoir déjà enlever ce tabou. Les violences et notamment les violences sexuelles sont encore très, très tabous, également pouvoir les identifier, que les personnes puissent les identifier pouvoir en parler dans un espace libre. On a également des missions d'écoute, d'accompagnement pour les mineurs et les majeurs et les personnes non assurées socialement avec une équipe au planning, psychologue, assistante sociale, sage-femme, médecin, conseillère conjugale également pour pouvoir parler de ces questions-là, parler de sexualité, parler de conflits conjugaux, de violences, pour parler de contraception, d'IVG également, et de dépistage des infections sexuellement transmissibles. Mais Mélanie, Eric, peut chez vous apporter une réponse personnalisée quelque part à des cas qui sont forcément individuels, qui couvrent forcément des réalités très différentes, parfois dures à apprécier. Ça fait partie malheureusement de ce quotidien ou des questions quotidiennes que vous avez? Oui, absolument. Et nous, on va être sur l'aspect droit de la famille, donc tout ce qui touche aux couples, aux séparations et aux conséquences sur les enfants. Et donc, pour compléter la définition des violences conjugales, je voulais rajouter que c'est au sein du couple, mais au sein d'un ex-couple également, les violences conjugales. Et c'est une circonstance aggravante. Mais ça, je pense que monsieur le directeur, monsieur Camelot, nous le dira. Donc nous, on va être vraiment sur la modification des droits de visite et d'hébergement, sur tout ce qui est séparation et l'aspect violence conjugale, qui peut effectivement être aggravé, notamment dans le cadre des échanges des enfants, dans le cadre principalement des résidences alternées, qui peuvent poser problème. Justement, Franck Camelot, la liaison est toute faite. Si on regarde bien le côté vraiment juridique des choses, de quelle façon aujourd'hui on peut arriver aussi à finalement mettre des réalités juridiques vis-à-vis de réalités personnelles, sociales, parfois très intimes, qui sont disparates. Oui, alors c'est justement toute la difficulté de la qualification d'une infraction pénale, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a le type d'infraction, il y a le cadre dans lequel ces violences sont pratiquées, que ce soit un couple uni ou un couple séparé. Et justement, les conclusions du récent Grenelle des violences faites aux femmes a mis en avant de nouvelles notions juridiques qui demandent à être précisées. Tout à l'heure, on a utilisé le terme d'emprise. Parce que ça peut être l'occasion, en effet, de bien faire le tour. Voilà, et tout à l'heure on a fait allusion au terme d'emprise et c'est très délicat de définir ce que c'est qu'une emprise et de qualifier une infraction pénale et la gravité d'une infraction pénale en fonction de cette emprise. Donc voilà des pistes de réflexion, donc avec notamment un cadre judiciaire qui est en évolution, en permanente réflexion pour mettre en avant de nouveaux dispositifs pour répondre à tous ces types de situations qui sont très divers. Le cadre judiciaire, justement, Franck Camelot, pendant la période là, que nous vivons, vous direz qu'il a fonctionné, qu'il a suivi, alors même que l'on sent bien que le fonctionnement traditionnel de la justice a été perturbé.
Eh bien, en fait, dès la mise en place du confinement, nous avons travaillé en lien direct avec les forces de l'ordre dans un premier temps, avec le parquet au tribunal de Pau pour mettre en place des circuits de communication directe avec des transmissions par email, par téléphone directement, notamment sur une permanence au niveau du parquet, afin d'être les plus réactifs possibles. Et ça a montré ses preuves, puisque pendant toute la période de confinement, toutes les situations qui ont été signalées auprès des forces de l'ordre ont pu donner lieu à une transmission au parquet et à un lien notamment avec les associations dont la PAVIM. Mais sur des situations sur lesquelles, comme on le disait tout à l'heure, on a travaillé de concert. J'ai certaines situations en tête où avec Mélanie et du CIDFF, on a pu travailler en direct et aussi en lien avec le parquet. Également parce que pendant ce temps de confinement où on travaille tous à distance, il était question aussi de ne pas démultiplier le nombre d'interlocuteurs pour les victimes. Et donc avec un travail de coordination qui se faisait entre les associations pour avoir un référent en lien avec les victimes, mais les liaisons qui se faisaient entre nous et avec les services de la justice également. Et donc, si je vous entends bien, ce fonctionnement a plutôt montré son efficacité, sans doute de par également les années de collaboration ou d'échange qui étaient nées par le passé. Mais puisqu'on a beaucoup parlé du retour à la vie normale tout à l'heure, à partir du 11 mai ou autre, ça veut dire que ces bonnes pratiques, elles pourraient disparaître aussi, ou au contraire, ce qui a été fait et acquis, eh bien maintenant, on va pouvoir continuer à se dire qu'il faut garder ces liens-là. Les pratiques, elles étaient là avant, elles sont là pendant, elles vont continuer, d'autant qu'on craint tous le déconfinement. Oui. Parce que durant cette période de confinement... J'allais y venir, là, justement. Voilà, c'est ça. Non, mais allez-y. Durant cette période de confinement, effectivement, on a eu des appels, mais pas plus que d'habitude quand même. Beaucoup d'appels concernant de la violence physique parce qu'il y a eu beaucoup de passages à l'acte. Par contre, on craint le déconfinement puisque autant on a beaucoup de demandes de femmes seules, autant les femmes avec enfants, je crois que c'était beaucoup plus compliqué pour elles d'accéder à nos associations. Et on redoute un petit peu et on est prêt à accueillir les situations dès lundi. Bien sûr, et même dès ce soir, s'il faut, elles peuvent partir, elles ont le droit de partir. Oui, c'est important ce que vous dites, parce qu'en effet, on peut se dire que là, pendant cette période, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un accès au téléphone, à la discussion, à s'évader. J'en prends presque ce terme par rapport à la prison que ça peut représenter parfois à l'enfant. Oui, c'est 1 heure de déplacement par jour. Elles vont prioriser peut-être les courses, d'aller voir le médecin pour l'enfant. Et comment on communique après avec les associations? Elles prennent 5 minutes à chaque fois pour nous appeler. Je crois qu'on peut tous le témoigner. Mais après, dans le passage à l'acte, il ne faut vraiment pas qu'elles hésitent. C'est pour ça, d'où la communication plus. Oui, bien sûr, parce que ces situations-là, alors monsieur le préfet semblait dire tout à l'heure qu'il y avait une vraie augmentation des cas de souffrance pendant aussi cette période, et on peut tout à fait le comprendre. Il y a eu des réflexes qui ont été mis en place également de solidarité, ça il faut le dire, vis-à-vis de la part de citoyens ou autres qui ont su se mobiliser pendant cette période. Peut-être plus qu'à l'accoutumée. Comment vous jugez cet engagement aussi citoyen, quelque part, de ceux qui ont voulu essayer de prêter peut-être une oreille plus attentive? Je peux juste faire un petit témoignage par rapport à l'hébergement, justement, oui, puisque l'État, effectivement, a débloqué des places. On a, par exemple, un office palois, donc Pau Béarn Habitat, qui a mis à disposition de l'association un appartement. Et cet appartement, il fallait l'équiper. Donc, les magasins étant fermés, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un appel à la générosité de tous. Et beaucoup de personnes nous ont proposé du mobilier, notamment l'École internationale du Béarn, qui a un soutien depuis toujours du côté des femmes. Des étudiants qui sont venus prêter leurs bras pour déménager. Alors évidemment, on avait toutes les distances qu'il fallait de sécurité. Mais en tout cas, on a réussi à équiper un appartement très rapidement et on a pu accueillir une femme avec son enfant dans cet appartement. Donc voilà, de belles initiatives. Pas mal aussi de concitoyens qui ont proposé soit un appartement dont ils étaient propriétaires et ils n'ont pas de locataire, ou alors une jeune femme qui était confinée dans sa famille dans un autre département. Elle nous a téléphoné en disant voilà, moi je suis pas sur Pau là, mais si vous voulez l'appartement, je vous le prête, les clés sont là, est-ce que si vous en avez besoin, on fait du lien? Et beaucoup de belles initiatives, mais vraiment là... Parce qu'on est d'accord que pour toutes ces situations-là qui nécessitent justement ces hébergements ou autres, ce sont des situations d'urgence, à partir du moment où elles sont en effet signalées, prises en compte, constatées, je ne sais quel verbe employer, mais là l'urgence, elle est là, il faut que ça cesse. Et une mise en sécurité. Évidemment, une mise en sécurité. Une mise en sécurité immédiate.
ça veut dire que tout ce qui a été mis en place là, vous disiez ça va continuer, ça existait déjà, ça va continuer, mais y compris les volumes supplémentaires, y compris ce qui a été mis en place, par exemple aussi dans les hébergements d'urgence avec des nuits d'hôtel, etc. Ça va continuer? Me l'a délégué. Et, ça existait avant, comme le disait Bien sûr. Emmanuel. Non, mais le Ça volume existe. supplémentaire. Alors, le volume, les 4 places d'hébergement d'urgence seront affectées de manière pérenne. Elles ne sont pas D'accord, liées voilà, au c'est ça, confinement. on est d'accord. Ouais. C'est juste que c'est compliqué de trouver des appartements pérennes, puisqu'on n'est pas censé trop visiter les appartements, Oui. vu qu'on est confiné. Donc, la DDCS donne l'argent à l'association, qui a une souplesse tout à fait totale pour trouver des lieux d'hébergement, que ce soit, donc, comme elle disait, des appartements prêtés par des particuliers ou par l'office HLM. Mais en tout cas, les gîtes aussi, ou des nuits d'hôtel si vraiment on n'arrive pas à trouver, mais on ne laissera jamais personne dans un endroit où la personne est en danger. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça continuera après la fin du confinement. Je parlais du citoyen, donc des comportements citoyens dans le don de soi, dans l'accompagnement. Mais juste, je voudrais revenir sur un sujet primordial pour moi, le devoir citoyen de signaler des faits, Parce que, évidemment, on en a parlé des victimes et sans doute de la difficulté qu'elles peuvent avoir à s'exprimer, à prendre contact avec vous, etc. Mais parlons des voisins, parlons de ceux qui voient des choses, de ceux qui peuvent entendre des choses. Vous savez qu'il y a beaucoup de réticence, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, de se dire mais est-ce que je dois m'en mêler? Est-ce que je dois décrocher le téléphone? Est-ce que c'est mon rôle de le faire? Qu'est-ce que vous répondez, et les unes et les autres, à ces cas qui parfois peuvent être dans le subconscient ou dans la conscience même de quelques personnes qui hésiteraient à signaler des faits parce qu'on doute? Qu'est-ce que vous pourriez dire les unes des autres sur ces questions-là? La juriste d'abord. Alors oui, Peut-être, effectivement, on est sur le devoir citoyen de signaler les faits. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi ces campagnes de prévention. Le but, c'est dans nos modules de sensibilisation au grand public, aux professionnels, d'expliquer ce que c'est la violence pour que les professionnels, le grand public, puissent repérer à un moment donné des situations de violence et pouvoir les signaler. Et effectivement, c'est aussi sensibiliser tout citoyen tel qu'il est afin qu'il puisse connaître les numéros à contacter en cas d'urgence. Emmanuel. Confirme, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, attends, il y a mes voisins qui sont en train de s'engueuler. Surtout que des fois, certains sont restés en confinement là et ont découvert voilà. des choses. Avant, j'étais au travail, je ne les entends. entendais pas. Là, en étant à proximité, sauf qu'effectivement, c'est un devoir citoyen. La police est prête. Ils interviennent très, très rapidement. Il n'y a aucun souci. La police et la gendarmerie, il n'y a aucun souci. Non, c'est très important. Et ce que je voulais dire, c'est autant pour le 3919, autant qu'aussi du côté des femmes, parce que on est référent du 3919 sur tout le département. Ouais. On a énormément d'appels de voisins, de familles qui s'inquiètent aussi. Ah oui. Donc ça, c'est important aussi de le souligner, c'est que à force de continuer de sensibiliser, c'est pas que les victimes qui appellent, c'est aussi les familles qui disent bon ben voilà, moi ma cousine il se passe ça chez elle, ou mon voisin il y a ça, est-ce que c'est de la violence, qu'est-ce que je dois faire, donnez-moi des conseils. On est là, toutes les associations aussi pour ça, parce que la question des violences, on parle des violences physiques, mais les violences, il y a aussi les morales. Voilà, bien sûr, et on est quand même sur une femme sur 10. Une femme sur 10, énorme, donc forcément autour de nous, on en connaît. Nous, sur l'année, puisque c'est notre cœur de métier au niveau de l'association, chaque année, au niveau du Béarn, on traite de plus de 275 femmes. On accompagne 275 femmes, 150 enfants, et c'est plus de 2000 appels chaque année. Donc ça, c'est au niveau du territoire du Béarn, donc on peut imaginer au niveau national, et je crois qu'il faut continuer à sensibiliser. Et puis de se dire que les violences, en fait, c'est une responsabilité collective. Et c'est bien en parlant, en pouvant dire « je m'inquiète pour cette personne-là », qu'on prend en compte cette responsabilité-là. La violence a été trop longtemps indiquée comme quelque chose de l'ordre de l'intime, alors qu'en fait, elle nous concerne tous. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde est concerné par la violence. Ce n'est pas qu'un couple, ce n'est pas qu'un ex-couple, en fait. Tout le monde est concerné. Franck Amelot, vous confirmez évidemment cette nécessité qu'il doit y avoir de signaler, d'expliquer, et encore une fois sans finalement se poser trop de questions, de dire tiens, il y a quelque chose que je trouve bizarre, que je sens que tel qu'on me le raconte, il y a un problème.
Notre message, un peu, c'est pour reprendre ce que disaient mes collègues, c'est qu'il vaut mieux signaler plus que de rester muet par rapport à une situation qui perdure et pour lequel on a des indices qui montrent que il y a sans doute de la violence et sous différentes formes, comme on le disait, autant de la violence physique, mais également la violence psychologique. C'est également avec les forces de l'ordre un peu la position qui a été prise, avec aussi une augmentation des interventions des forces de l'ordre quand on effectivement par rapport aux données chiffrées de l'augmentation ou pas des violences conjugales. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation des interventions. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle va être la qualification et comment vont être considérées ces différentes situations. Mais ce qui est important, c'est effectivement que chaque citoyen prenne conscience du rôle qu'il a à jouer dans ce travail de repérage des situations, parce que effectivement, les chiffres, dans le temps, ils durent sur des choses qui avant restaient dans le secret des familles ou de petites communautés. Et il est important que le grand public prenne conscience que ces violences ne sont pas normales, ne sont pas banales et doivent être signalées pour pouvoir être suivies et qu'elles ne se poursuivent pas. Alors, je vais vous poser 2-3 questions bêtes, volontairement, mais tout à fait bêtes et banales. Je sens qu'il y a une situation absolument anormale. Je souhaite passer un coup de fil. Je vais appeler, mais est-ce que ça veut dire que le foyer dont je vais désigner qu'il y a un problème, etc., va savoir que j'ai appelé, va savoir que c'est moi qui suis à l'origine de cet appel ou pas? Emmanuel, je vous pose volontairement des questions tout à fait simples. Alors, Franck, plutôt, allez, c'est pour vous, Franck. Oui. C'est pour vous, pardon. Ça, après, chaque personne voit en fonction du contact qu'elle prend avec les forces de l'ordre, hein. Il arrive que les signalements soient faits, que les personnes signalent aux forces de l'ordre qu'elles ne souhaitent pas que leur nom apparaisse ou qu'elles sachent qu'ils sont à l'origine. Ça, c'est toujours la difficulté et c'est du cas par cas. Donc, c'est très difficile de répondre de façon générique à cette question. Et c'est aussi le savoir-faire des forces de l'ordre dans le cadre de leurs interventions de ne pas mettre en avant des personnes qui auraient pu être à l'origine du signalement. Deuxième question, souvent, hein, je pose vraiment des questions très bêtes, vous me pardonnerez parfois, mais on peut se dire que du moment qu'on va faire quelque chose, qu'on va signaler ou autre, on va créer peut-être encore, sous un effet domino quelconque, encore plus de problèmes. Vous vous dites, non, ne confondons pas les choses, il faut... N'hésitons pas, on est là pour écouter, on est là pour entendre et on est là pour peut-être essayer après de... Et les violences, il ne faut quand même pas oublier, au bout du bout, il peut y avoir un meurtre. Mais oui, bien sûr, puis même, Donc, bien sûr, et avec des dégâts terribles, combien même il n'y aurait pas la perte de la vie, des dégâts terribles et irrémédiables. Donc, vous redites bien, on n'hésite pas en tout cas. C'est bien le message fil rouge, hein. Il ne faut pas hésiter parce qu'on sait très bien et on le voit pertinemment dans les situations qu'on accompagne au quotidien qu'il y a l'escalade de la violence. Donc ça monte crescendo et effectivement on peut arriver jusqu'à un meurtre. Donc effectivement il faut signaler toute situation de violence conjugale. La violence ne s'arrête jamais sans qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne, un tiers, quelque chose qui vienne dire. Elle ne s'arrête pas de soi-même et je rejoins Mélanie sur l'escalade, voilà, sur le fait que ça ne fera qu'augmenter. Emmanuel, vous voulez rajouter un mot? Non, c'est effectivement une spirale qui est clairement définie et il faut vraiment intervenir et en plus on ne peut pas le régler comme ça avec la parole, il faut vraiment une aide et une intervention extérieure parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que toute cette violence elle a forcément des conséquences traumatiques pour la victime et pour les enfants aussi. Et pour les enfants, pour l'entourage, voilà. Etc. Et que la question du trauma, quand le président de la République il parle de guerre par rapport au coronavirus, les femmes victimes, elles sont doublement en guerre. Elles sont doublement en guerre à l'extérieur à cause du virus, mais elles sont aussi en guerre à la maison, parce qu'elles subissent aussi de la violence. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et il y a vraiment besoin de toutes les forces de tout le monde pour pouvoir les aider à s'en sortir. Alors encore une fois, on a parlé évidemment et de premier chef principalement des femmes parce que la proportion est la réalité hein, malheureusement là-dedans, mais n'oublions pas également les cas qu'il peut y avoir de l'autre côté, côté homme également dans ces violences conjugales hein, que l'on évoque. En tout cas, le réseau fonctionne. On va rappeler une dernière fois de bien consulter les numéros sur les... Alors ici c'est compliqué, mais dans les pharmacies, etc., ces affichettes sont disponibles. Donc on peut d'un simple coup d'œil, on peut d'un simple moment où on enregistre, on prend une photo, où on met un numéro dans le téléphone, etc., etc. On met bien ces numéros en mémoire parce que
ils peuvent servir à un moment. C'est-à-dire quand bien même on n'en a pas là, comme ça, la nécessité, l'utilité, ces numéros peuvent servir. On les voit affichés une nouvelle fois en plein écran, si on le peut, du côté de la régie, de façon à ce que chacune et chacun puisse les noter le cas échéant, et se dire que quel que soit finalement le numéro qu'on appelle, ça aussi on peut se le dire. Quel que soit le numéro qu'on appelle, c'est un bon numéro. Hein, c'est pas se dire, mais est-ce que moi je suis plus planning familial, est-ce que moi je suis plus l'association dont je ne retiendrai pas les acronymes, est-ce que moi je suis plus l'association qui est très connue d'aide aux femmes alors que je suis un homme? Non. On est bien d'accord. Ce qu'on voulait vraiment appuyer, voilà. c'est que quel que soit le numéro des associations de terrain, nous, on fera le lien entre nous. Ce n'est pas la victime d'aller contacter forcément tous les partenaires. Nous, on s'occupe après sur le terrain de faire le lien quotidiennement. Y compris la bonne prise en charge qu'il y a derrière, hein, puisqu'on l'a très bien vu dans le côté avec la PAVIM, sur la partie de la procédure, sur la partie du relogement rapide, sur la partie d'arriver à avoir de quoi manger aussi. Hein, si on se... Oui, c'est ça, exactement. Et puis en plus, du côté des femmes, elles peuvent pousser la porte quand elles veulent, c'est avec ou sans rendez-vous. Et pendant la période du confinement, je tenais à le redire aussi, encore jusqu'au 11, et après aussi, de toute façon, on sera ouvert. On est ouvert pour les urgences, vraiment. C'est important de le dire, et pareil pour le planning familial, il y a cette continuité du service, on en avait parlé ici même d'ailleurs. Tout à fait pareil pour le planning familial, et de rajouter aussi que au niveau du planning, on a toujours des permanences téléphoniques, qu'on peut parler de contraception par exemple, oui, de dépistage, et que le plus souvent, c'est la violence, elle vient derrière toutes ces questions-là, et qu'on pose généralement cette question de manière systématique, ce qui permet après d'orienter en fait vers et d'accompagner les personnes vers les associations réseau. Donc voilà, de pouvoir, voilà, j'ai plus ma pilule, je peux venir au planning, et en même temps, je sais que derrière, on peut m'accompagner au niveau des violences. Et Franck Amelot, au niveau de l'accompagnement, encore une fois, hein, dans toute cette période qui peut paraître extrêmement longue, extrêmement complexe, j'allais dire parfois dont on ne voit pas le bout, hein, quelque part derrière, votre association, votre structure, elle a une capacité à accompagner. Tout à fait. Le numéro que vous avez indiqué, il est toujours joignable tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et il y a les numéros nationaux qui font le relais, bien évidemment. Et comme on le précisait, c'est important de savoir que l'équipe de la PAVIM, ce n'est pas uniquement des juristes, hein, c'est également des écoutants, oui, expérimentés. Ce sont des assistantes sociales qui sont habituellement présentes en commissariat ou en gendarmerie, qui peuvent même parfois accompagner des victimes au dépôt de plainte, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais la difficulté des violences conjugales, c'est aussi les allers-retours ou les retours en arrière, malheureusement, de certaines victimes qui ont peur de lancer la machine judiciaire et tout ce que ça représente. Et c'est important dès cette phase. C'est pour ça que je parlais de cet accompagnement-là pendant toute cette période-là, parce que cette période, elle paraît d'une complexité terrible. Des faits, et puis un accompagnement multiple, donc avec des assistantes sociales, et puis sur le long terme, durant la procédure, une fois que les choses sont lancées, également un accompagnement psychologique, où là, nos psychologues sont également présentes, alors pas physiquement pour mener des entretiens, mais par téléphone ou par visioconférence, pour apporter un soutien important. Et c'est dans ce cadre-là que, en termes de chiffres, on va dire, il y a pour la PAVIM, durant le confinement, 30 nouvelles situations qui nous ont été confiées d'infractions au sein du couple, mais une majorité de violences conjugales, pour lesquelles le parquet nous a rapidement demandé de mener des enquêtes auprès des victimes. Et c'est nos assistantes sociales qui prennent contact avec les victimes, qui font un diagnostic avec elles sur leurs besoins prioritaires, qui font le lien avec les associations du réseau pour leur domaine de spécialité, et qui peuvent du coup faire les premières interventions et rassurer les victimes sur le suivi de leur affaire, et du fait que ce sera traité, et passer le relais après à leurs collègues juristes et psychologues pour un soutien complet. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus, ou en tout cas d'avoir pris le temps pour échanger. Une dernière question pour vous, Madame la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dès le début de votre propos, hein, la cause, cette cause a été vraiment pointée du doigt dans ce quinquennat. Alors bien sûr, comme toujours, il y a des questions qui se posent sur mais les moyens qui sont mis derrière, mais en fait-on assez qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Parce qu'on entend bien, on sent bien qu'il y a
pas qu'une question de moyens dans tout ça. Il y a aussi une question de culture, d'information, de capacité à... Mais les moyens, cela dit, sont nécessaires pour faire passer ces informations. C'est-à-dire, on se mord la queue parfois. Oui, après... Dans toutes les priorités de l'État. Et là, on est bien confronté à encore de nouveaux choix. Je pense qu'en dehors des moyens, effectivement, c'est important. Il y a aussi la volonté du réseau de le faire vivre et de continuer à fonctionner donc après le confinement et avant. Moi, je suis arrivée le 1er avril, donc pour le moment, je n'ai connu que le confinement. Voilà. Bien, mais donc, c'est très facile de vous dire que moi, je trouve que pour le moment, ça fonctionne très bien et j'espère que ça continuera comme ça, mais je suis sûre qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça. Après, il y a effectivement des moyens financiers. Je pense qu'il y a des moyens humains et il faut souligner le bénévolat aussi dans les associations. Mais qui est énorme. Je pense que c'est important. Voilà. Bien sûr. Et après, l'idée, c'est d'arriver à travailler chacun sur son domaine de compétences sans empiéter sur celui des autres. Et effectivement, on nous a annoncé des moyens qui, pour le moment, ne sont pas en diminution. Donc, on espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Ce que l'on espère qu'il va cesser le plus rapidement possible, parce qu'on aimerait qu'il cesse. Ce sont toutes ces situations. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde parfait, on le sait bien. Il faut au contraire être en capacité à réagir face à ce qui est sans doute pire que difficile, mais traumatisant, ça a été dit, qui peut coûter la vie, ne l'oublions pas. Vous l'avez très très bien exprimé les uns et les autres. Et on ne le répétera jamais, jamais, jamais assez. Si vous entendez, si vous voyez, si vous pensez à quelque chose qui est absolument anormal et qui paraît insupportable, n'hésitez pas à utiliser ces numéros, quel qu'il soit, celui que vous piochez sera forcément un numéro qui peut sauver une vie. Et ensuite, elles s'organiseront derrière pour qu'une suite soit donnée. Merci beaucoup, Franck, de votre présence également et de votre participation ici même. Nous retraiterons un petit peu de ce sujet dans les jours qui viennent, on le sait, avec un autre volet, cette fois-ci tout à fait différent, et notamment un volet davantage tourné vers le juridique, mais ça sera dans les heures qui viennent. En tout cas, pour chacune et pour chacun, également, saluons les investissements humains des bénévoles qui sont des bénévoles et personnels salariés, parce que ce sont des investissements humains qui dépassent très largement, très souvent, les simples heures de présence, de travaux, etc., qui sont beaucoup plus impliquants que la moyenne de ce que chacune ou chacun nous pouvons faire dans nos métiers humblement. Donc merci beaucoup aux unes et aux autres d'être là.